Emmanuelle Caron, bienvenue à cette grande table d'été. Bonjour. Vous êtes écrivain et poète, vous enseignez la littérature et le théâtre à Montréal. Vous avez déjà publié 4 romans jeunesse à l'École des loisirs depuis 2011, un recueil de poèmes de Ma main brûlée. Et votre premier roman, Tous les âges me diront bien heureuse, est à paraître aux éditions Grasset pour cette rentrée littéraire. Pourquoi ce titre de Tous les âges me diront bien heureuse ? Alors, je pense que je l'ai choisi pour son caractère sacré évident du Magnificat, mais surtout parce que mon personnage principal, Ilona, va traverser tous les âges. C'est une femme qui est au cœur du roman et qui va être un peu comme la déesse de la féminité, dont tous les avatars vont se succéder. Et cette femme va avoir tous les âges dans le roman. Elle va avoir tous les visages, toutes les facettes. Et il m'avait semblé que c'était intéressant de voir ça dans ce sens-là. Alors, le personnage principal, c'est Ilona Serginski. On la suit du début jusqu'à la fin. Enfin, pas vraiment non plus, parce que quand on entend dans ce titre « Tous les âges me diront bien heureuse », il y a les âges d'Ilona, mais il y a aussi les âges des différentes femmes qui composent la lignée d'Ilona. Exactement. Donc, il y a Eva. Oui, vous pouvez peut-être nous présenter les différents personnages. Il y a une généalogie vraiment très marquée dans ce roman-là, puisque il y a une transmission de génération en génération, d'une espèce de malédiction finalement, qui part à partir de la grand-mère d'Ilona, donc on va retrouver dans le fin fond de la Russie soviétique, enfin pré-soviétique, et qui est sorcière et qui va vivre un événement absolument tragique et qui va transmettre à partir de ce moment clé, ce moment phare, une lignée du mal. Une sorte de poison qui va s'instiller à travers les membres de cette famille. Voilà. Et Ilona va incarner finalement toutes les manifestations de ce poison dans sa féminité. Vous avez parlé d'autres femmes, évidemment. Alors il y a la mère d'Ilona aussi, qui elle aussi a cette dimension chamanique et très secrète, puisque elle pratique d'une manière cachée dans la maison. Donc la mère d'Ilona, c'est Dounia, c'est ça ? Dounia, exactement, et qui a l'air de savoir exactement qui est Ilona. Et cette relation avec la mère est tout à fait particulière. Je trouve, puisque Ilona et Dounia sont en méfiance mutuelle, comme si Dounia avait très bien perçu qui était Ilona. Ilona, je pense qu'elle incarne aussi, comme un muscle qui affleure sous la peau, différents mythes, je pense. Et Dounia, sa mère, va s'en éloigner avec méfiance. De la même façon, alors un peu plus tard dans le roman, Ilona va avoir une fille, Mina, alors qui se prénomme comme ça, je pense en référence à la Mina de Bram Stoker, et avec laquelle elle va avoir une relation à la fois extrêmement fusionnelle, extrêmement forte et extrêmement ambivalente. Et un peu plus tard, la lignée va se terminer avec Eva de nos jours. Donc on voit vraiment cette lignée de femmes qui tissent un fil, certaine manière, de génération en génération, avec ce personnage d'Ilona, qui au début du roman nous a posé l'énigme de cette famille, puisque, si je peux revenir un petit peu sur le début, on trouve Ilona au tout début du roman dans une maison de retraite où elle est en train de mourir, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure parce que c'est un élément important aussi, et où personne ne sait exactement ce qui s'est passé dans sa vie, tout le monde croit la connaître, en tout cas Eva croit très bien la connaître, et durant ces derniers instants, elle va exhiber un secret. Elle va montrer qu'elle a un secret. C'est ça qui est important. Alors ça, c'est d'ailleurs un paradoxe de ce roman. C'est l'idée de départ, idée tout à fait géniale, à savoir qu'on va exhiber un secret. Comment on montre un secret ? Alors, elle le montre de manière très claire, c'est-à-dire qu'on pensait qu'avoir affaire à une Bretonne typique, comme moi je peux en connaître dans ma famille, voilà. Et elle va se mettre à parler russe. Eva est extrêmement surprise et elle va se mettre à tenir des propos extrêmement inquiétants aussi. Elle va dire « j'ai tué beaucoup de gens ». Elle va dire « je me suis donnée au mal ». Et elle va demander à être confessée. Donc, va se révéler l'idée que cette femme, Ilona, est une énigme et qu'on va devoir revenir finalement sur les différents voiles
qu'elle a pu porter, oui, ou endosser. Voilà. On entend à travers vos propos, Emmanuelle Caron, que ce roman, c'est un roman tout autant de la filiation, de l'histoire, de la mémoire familiale, de ce qui constitue des liens, mais aussi un roman sur l'identité, le mythe. On entend aussi à travers les prénoms toute cette sonorité russe. Comment vous est venue cette idée de construire l'identité d'une famille? Le point de départ, en fait, je vais vous dire, ça fait à peu près 20 ans que j'ai eu cette obsession, hein, d'une certaine manière, parce que le roman s'est construit vraiment sur un très long temps. J'ai travaillé dans une maison de retraite, tout simplement. Et j'ai été en face de corps mourants, de derniers instants. Et j'ai eu le sentiment que une leçon m'était révélée aussi. Et avec la naïveté de mes 18 ans, je me suis dit, mais ces gens ont une histoire. Qui va la raconter, cette histoire? Est-ce qu'ils vont emporter le secret dans leur tombe? Et je n'ai eu de cesse, finalement, que de revenir sur cette idée de raconter l'histoire de ces gens. Alors, comme vous dites, avec leur part mythique, leur part, le frottement qu'ils ont eu avec l'histoire. Hein, alors là, c'est très clair aussi dans le roman. L'histoire en arrière-plan est assez important. Des passions profondes. Et Ilona, c'est ça finalement qu'on raconte. C'est cette vie héroïque inventée à partir de cette expérience fondatrice de la maison de retraite, on va dire. Donner un visage derrière l'énigme. Et Ilona, qui constitue le cœur de ce roman, on a parlé aussi de cette lignée de femmes, cette constellation de femmes qui gravitent autour d'elle par le sang, est à la fois le centre, en même temps un secret, une énigme, un mystère. Comment vous avez construit votre roman, même très concrètement, parce que c'est un roman choral aussi, il faut le dire. Et chaque chapitre, en fait, inaugure... on suit un nouveau personnage, un autre personnage, on est à une autre époque. Comment vous avez réussi cet équilibre entre le présent, le passé, un personnage, un autre personnage? Alors écoutez, la réponse va peut-être pas vous surprendre dans un premier temps, puisque c'est vraiment un dévoilement gigogne en fait. Hein. Donc puisqu'il y a un secret dans un secret dans un secret, et le roman se construit de cette manière, avec des retours pour chacun des personnages. Mais c'est aussi, ça c'est peut-être plus surprenant, un motif de broderie, en fait. Moi, je suis issue d'une famille, du côté de ma mère, de marins et de brodeuses. Et moi, j'étais la seule à pas savoir broder, évidemment. Alors, moi, j'ai encore une de mes tantes qui est brodeuse dans une très grande maison. Mon arrière-grand-mère était brodeuse. Et on en discutait justement avec elle. Et le travail de l'écriture, pour moi, ça a été cette espèce de point de retour, de revenir en transparence les époques, les faire être conjointes, c'est une adéquation en transparence des époques, et puis atteindre finalement ce que la broderie d'art propose, c'est-à-dire cette densité profonde, ce retour des motifs, ce chatoiement, mais avec la légèreté, sans pesanteur. Ça, c'était mon idéal d'écriture, d'une certaine manière. Et comment vous avez réussi alors à l'atteindre? Parce que c'est un idéal, mais c'est vrai que on arrive à pénétrer dans la vie de chacune de ces femmes, de chacun des personnages, parce qu'il n'y a pas non plus que des femmes. Oui, il faut le dire. Il faut le dire aussi, il y a quand même des figures masculines, et en même temps ces différentes époques, et à suivre malgré tout ce fil qu'est Ilona. Oui, tout à fait, parce que c'est le grand fil conducteur, c'est Ilona, et chaque motif vient se broder d'une certaine manière avec des retours de motifs, c'est-à-dire des personnages qui sont les miroirs les uns des autres, avec aussi des histoires qui se reflètent les unes sur les autres, des retours, des redites, avec un sentiment peut-être tragique aussi, hein, parce que c'est une broderie tragique, on va dire. Oui, il y a une sorte de sens de l'histoire un petit peu inéluctable. Les personnages sont emportés par une histoire extrêmement violente, extrêmement barbare aussi, en toile de fond, et eux-mêmes portent une barbarie extrême. Hein. Je pense à Ilona en particulier. Je ne vais pas dévoiler les secrets du livre, mais c'est une tueuse. Quand elle dit « j'ai tué beaucoup de gens », elle ne ment pas. Hein. Quand elle dit en russe qu'elle a fait beaucoup de mal, effectivement, ce qui ouvre le roman, effectivement, on tente de savoir ce qu'elle entend par là, et très vite, on comprend peu à peu ce qu'elle a pu faire.
jusqu'à ce qu'on ne peut plus imaginer au bout d'un moment. Et c'est ce grand mouvement de la violence qu'elle va épouser. Dans ces différentes volutes, on va dire, en épousant à la fois l'histoire et l'histoire de ses passions aussi, puisque elle-même est à faire avec des passions très violentes, et jusqu'au sacrifice final, pour sa fille en particulier, et l'apaisement de toutes ces passions, de toute cette violence, par amour. Je me suis lavé de nuit dans la cour. Le ciel brillait d'étoiles grossières. Leur lueur est comme du sel sur la hache, le tonneau plein jusqu'au bord refroidi. Le verrou est tiré sur le portail, et la terre en conscience est rude, de trames plus pures que la vérité, de cette toile fraîche on n'en trouvera pas. Dans le tonneau les toiles fond comme du sel, et l'eau glacée se fait plus noire, plus pure la mort, plus salé le malheur, et la terre plus vraie et redoutable. C'est une lecture par Jacques Bonafé du poème d'Ossip Mandelstam, Je me suis lavé de nuit dans la cour. C'est un poème que vous avez suggéré, Emmanuelle Caron. Il y a cet attachement à la Russie dans votre roman que l'on retrouve aussi dans ce choix de poème. Alors je vous remercie de nous l'avoir fait écouter. C'est un très très beau poème. Et c'est le premier d'ailleurs que j'ai découvert de Ossip Mandelstam. Oui, un attachement à la Russie, alors qui vient de voyages que j'ai pu faire à de nombreuses reprises. Et dans le livre, je parle en particulier, je dresse une géographie que je connais. L'histoire est inventée, évidemment, et l'imaginaire est très fort dans l'histoire, mais les lieux sont vraiment, je les ai vécus. Cette Russie, elle a été fondatrice pour moi parce que je l'ai découverte à l'adolescence, au cours de voyages. D'abord pour apprendre la langue, et puis ensuite parce que j'y avais des attaches, et puis ensuite j'ai découvert un mode de voyage tout à fait particulier qui a conditionné ensuite toute mon activité d'écriture. Ce voyage dans la pauvreté que raconte très bien, je trouve, Nicolas Bouvier, par exemple, dans L'usage du monde, qui vient finalement travailler sur des vulnérabilités, sur une pauvreté que nous, adolescente, on traversait la Russie avec des tapochki, en mangeant des pastèques, en étant un peu sur les routes comme ça. Bon, ça a l'air très épique et ça l'est d'une certaine manière. Cette pauvreté m'a ouvert à une forme de mystique qu'on retrouve dans le roman, une mystique de la nature. C'est-à-dire c'est cet appauvrissement du moi, que décrivent les mystiques. Cette fonte finalement du moi face à la beauté de la nature. Et ça, j'ai pu l'expérimenter de manière miraculeuse, très très jeune. Et au fond, c'est ça que j'ai essayé de retranscrire. Si vous voulez, dans le roman, il y a vraiment les histoires des personnages, où le mythique affleure, où la violence affleure, où la barbarie affleure, et parallèlement, conjointement, la beauté de la nature. Comme une espèce de dialogue entre les deux. Voilà. Il y a la forme, l'écriture, la manière dont vous avez travaillé cette histoire, cette violence, ce tragique, avec effectivement un langage qui n'est pas cru, n'est pas violent, n'est pas un coup de poing. Au contraire, il est plutôt, vous parliez de dentelle tout à l'heure, et il y a quelque chose de très léger dans votre langage, en tout cas de doux, qui ne veut pas choquer le lecteur. Les histoires, ce qui arrive au personnage est choquant. Mais néanmoins, vous n'avez pas cette langue violente. Non, parce qu'il ne s'agissait pas d'être, voyeur dans la violence. C'était pas du tout le sujet. On parle vraiment de choses très très archaïques. Donc, pas besoin d'en rajouter.
enfin avec une violence verbale. On a écouté aussi Mandelstam, et je voudrais dire à quel point, alors très très humblement, il a été quand même très formateur aussi pour moi, ce poète. J'ai essayé de le traduire aussi humblement à un certain moment de ma vie. C'est un poète pour qui le mot est vivant. Ça veut dire que chaque mot a une charge particulière et est capable de porter en lui la culture, ce qu'il appelle la culture universelle. Et cette nostalgie de la culture universelle. C'est très très fort chez Mandelstam. Il a une conception vivante du langage, où la langue creuse le temps pour en faire advenir quelque chose qui n'était pas là dans le quotidien. Et toujours très humblement, ça a été quand même ma démarche a quand même essayé de creuser le langage, plus que d'en faire quelque chose d'exhibitionniste, de l'utiliser ou de le manipuler comme si c'était une matière inoffensive. C'est offensif le langage, c'est vivant le langage. Donc je vous remercie d'avoir trouvé que c'était plus doux en plus tout doux, cas voilà, que c'est ça, les actes dont il est question. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais je pense que le décalage entre le style et ce qui est raconté m'intéresse particulièrement parce qu'il permet de dépasser des contradictions. Ça, c'est important dans l'écriture. La contradiction qui fait la patte humaine, enfin l'existence, entre l'ascétisme et la sensualité, entre l'histoire et l'écriture la violence. réconcilie finalement. Complètement, je pense. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et c'est pour ça qu'il y a un peu tout en tout. Si vous voulez, c'est à la fois une saga, à la fois un mélodrame par moment, une tragédie, un mythe, ça c'est très clair, un roman gothique. Il y a plein d'aspects gothiques. Mina, en particulier, la fille d'Ilona, et c'est un personnage gothique. Avec cette espèce de brillance, de brio extraordinaire et cette destinée que je veux pas dévoiler non plus. Mina est un personnage incroyable parce qu'elle apparaît peut-être moins rapidement que les autres personnages féminins. On la rencontre plutôt à la fin de votre roman, en tout cas dans la seconde moitié de votre roman. Et Mina, c'est une adolescente. On la voit beaucoup adolescente. Vous avez écrit des romans de jeunesse, pour la jeunesse, oui, Emmanuel Caron. Il y a quelque chose dans la transformation. Le langage, effectivement, creuse le temps. Le langage est vivant, mais vous vous intéressez aussi à des personnages qui sont en lutte avec eux-mêmes. C'est typiquement Mina qui est dans l'adolescence, dans ce moment où elle est à la fois sous la coupe de sa mère et en même temps dans une soif d'émancipation. Tout à fait. Alors, bon, moi j'ai écrit de la littérature jeunesse parce que ça me semblait une grande expérience de liberté. Je travaille avec des adolescents et j'ai forcément une tendresse pour cet âge qui est très particulier, qui est l'âge des premières fois, qui est l'âge du théâtre, qui est l'âge des possibles. On peut dire tellement de choses, mais qui est l'âge à la fois de la violence et de la tendresse. Alors moi c'est ça que j'aime beaucoup, c'est cet ajointement des deux. Et Mina, c'est ça. Et le roman est vu. Je sais pas si vous avez remarqué, dans le roman, on la voit même bébé. On est dans sa tête même bébé. Elle a une conscience extrêmement forte. C'est une femme très très forte. Et on voit le monde à sa hauteur. Et sa hauteur prend, une largeur, une étendue. Et c'est un personnage qui a une vision poétique. Et peut-être c'est peut-être celle qui est la plus pure dans le roman, la plus pure poète, à mon avis. C'est le désir qui guide vos personnages. Et effectivement, ils sont tous en lutte avec eux-mêmes. Ilona est-elle véritablement en lutte avec elle-même? Elle a une idée très arrêtée quand même sur ce qu'elle veut faire. Mais en tout cas, tous vos personnages féminins suivent leur désir. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Évidemment, ce sont des personnages passionnés en ce sens. L'idée, si vous regardez bien l'évolution de tous les personnages que l'on suit, on les suit en particulier dans des articulations de leur vie, à des moments charnières de leur vie, mais bien sûr des tournants où des expériences. Alors pour Mina, c'est l'expérience de l'amour, très clairement. Pour Ilona, c'est l'expérience de la mort. Alors c'est l'expérience de la mort, mais si vous regardez bien, c'est l'expérience de l'amour pour le père, l'expérience de la maternité. Ça me ferait plaisir qu'on en parle un petit peu parce qu'il y a vraiment un moment quasiment chamanique là où Ilona accouche de Mina, que j'ai voulu vraiment comme un moment charnière pour comprendre comment elle passait de
quasiment, prostituée, tueuse, quelqu'un qui s'adonne au mal, à quelqu'un qui va protéger coûte que coûte comme une louve son propre enfant. Qui devient mère. Et qui devient mère. Alors ça a l'air un petit peu cliché comme ça, mais l'idée, c'était de montrer cette initiation chamanique au cours de l'accouchement. Je ne sais pas si je suis très claire, c'est-à-dire le moment, le tournant, cette descente aux enfers finalement et cette remontée, c'est ce que font les chamans, pour remonter à la lumière et aimer enfin son enfant. L'histoire de Mina commence entre les bras dufteux et constellés d'Éphélides de Nastasia Yegorovna, l'infirmière au cœur limpide que peu d'années séparaient de l'enfance. Cette nuit-là, dans l'aquarium de la salle d'accouchement, elle se pencha sur l'enfant encore chaud du ventre de sa mère et décida de lui faire un don. Elle contempla le petit corps. Le visage du nourrisson, d'abord traumatisé par l'épreuve de l'extraction, s'était lissé en cessant de pleurer et offrait une peau suave comme de la soie sauvage. Les cils, très longs et très noirs, fait inattendu chez un être aussi neuf, battaient une cadence inconnue, tandis que les doigts crochetaient un luth invisible. Nastasia osa s'approcher pour la renifler. L'odeur que l'on n'a qu'une fois dans sa vie, l'odeur du dedans, alcaline et ointe d'arômes de violette. L'infirmière frotta sa joue contre celle de l'enfant et murmura son vœu dans l'infime conduit auditif. « Je te souhaite la patience dans l'amour. Terpenie v любви. » Emmanuel Caron, vous venez de nous lire un extrait de votre roman qui fait écho à ce que vous disiez juste avant sur Mina, la naissance de Mina, ces moments charnières, ces tournants. On a parlé jusqu'ici des personnages féminins. Question, est-ce que vous vouliez faire un roman féministe ? Et quelle place avez-vous voulu accorder aussi aux personnages masculins ? Parce qu'on a dit, il y en a quand même. Je crois que j'ai pas pu faire autrement que de faire un roman extrêmement axé sur les femmes, sur l'expérience de la féminité en particulier, avec ce personnage d'Ilona qui irradie le roman. Néanmoins, il y a un personnage qui est le double improbable d'Ilona, qui est le prêtre africain qui va recueillir la confession de l'Ilona mourante. C'est Siméon. Siméon, et qui est un personnage viril et impressionnant aussi par son parcours. Oui, vous vous arrêtez aussi sur son parcours. Tout à fait. Ça n'est pas que l'histoire de cette lignée de femmes, il y a aussi le personnage de Siméon que l'on suit précisément et on voit comment il en est arrivé à être en Bretagne, à recueillir la confession d'Ilona. Mais bien sûr, parce que tous ces personnages se convergent de manière mystérieuse et miraculeuse dans ce village de Bretagne. Alors Siméon, c'est un enfant qui a été adopté, qui vient de la forêt du pays Fang, et on va découvrir que lui-même aussi il a une identité énigmatique et secrète. Lui-même a eu maille à partir avec le mal, on peut dire, et s'en est toujours sorti avec cette espèce de candeur et de foi. Et je pense, sans vouloir être trop grandiloquente, que derrière Siméon, il y a quand même une allégorie de la foi, puisque il est abandonné par la foi à de nombreuses reprises. Il est en lutte en permanence pour donner du sens à ses désirs, enfin à sa foi. Et c'est un personnage qui est très beau dans son abandon à ses forces qui le dépassent. Et lui aussi, je pense que c'est un poète
à sa manière. Et j'étais très contente qu'il se retrouve à la fin, que ce soit lui qui recueille les confessions d'Ilona et qu'Ilona le reconnaisse. Sans l'avoir connu, auparavant, elle le reconnaît malgré tout. Cette scène est extrêmement forte. Alors on ne peut pas la dévoiler parce qu'en plus c'est une scène qui apparaît à la fin du roman, mais néanmoins vous avez utilisé ce terme de poète, de poésie. Vous-même vous avez écrit de la poésie, Emmanuel Caron. Comment vous avez voulu faire transparaître la poésie dans ce roman? Par la langue, par les rencontres, par cette rencontre par exemple entre Ilona et Siméon? Je pense que ma démarche, c'est beaucoup de créer des images neuves, les images les plus neuves possibles pour parler de réalité ou parler de ce que vivent les personnages, avec le plus de profondeur et de couleur, parce que les mots, à travers ce que les mots peuvent dire. Voilà. L'idée, c'est de donner le champ libre à un imaginaire, à la puissance des associations d'images. Ça, c'était très important. Et pour moi, elle est là, la poésie que j'ai voulu faire. За нашей спиною остались падения, закаты, ну хоть бы ничтожный, ну хоть бы невидимый взлет. Мне хочется верить, что черные наши бушлаты дадут мне возможность сегодня увидеть восход. Сегодня на людях сказали: умрите геройски. Попробуем, ладно, увидим, какой оборот. Я только подумал, чужие курят папироски. Тут кто как умеет, мне важно увидеть восход. Особая рота, особый подсчет для сапера. Не прыгайте спинкой на спину мою, из ветвей напрасно стараться. Я и с перерезанным горлом сегодня увижу восход. До развязки своей прошли по тылам мы, держась, чтоб не резать их сонных. И вдруг я заметил, когда прокусили проход еще не смышленый. Merci beaucoup Emmanuel Caron. Vous avez choisi d'entendre ce titre, quel est-il? C'est Les Cabands Noirs de Vysotsky, grand chansonnier russe. Merci beaucoup. En tout cas, Emmanuel Caron, je rappelle que votre premier roman, Tous les âges me diront bien heureuse, sort le 23 août aux éditions Grasset. C'est moi qui vous remercie.